Hey Nid, la dernière vidéo elle a plu, ce serait bien qu'on enchaîne sur la prochaine. Écoute, pour la vidéo, j'avais pensé à un truc sur Korra, mais je sais pas encore, j'ai pas trop d'idées. On l'a fait quand? Bon, pas tout de suite, on a le temps. A few moments later, one eternity later. Nid, ça va faire longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo. Ça fait pas si longtemps, si? Salut à tous et bienvenue dans Avatar Roleplaying. Aujourd'hui, pour notre première vidéo consacrée à la légende de Korra, nous n'allons pas nous attarder sur des détails futiles, à savoir laquelle des deux séries est la meilleure, ou si Teloka est une suite digne de ce nom d'ATLA. Non, aujourd'hui on va se concentrer sur quelque chose qui arrive à tous les fans, du moins tous les fans qui regardent Teloka à la suite d'ATLA, le choc. En effet, le choc dû à l'ellipse, une ellipse de près de 70 ans, ça marque et ça bouleverse un univers. La technologie a évolué de manière drastique, les héros que nous avons aimé découvrir et suivre sont soit morts, soit plus proches de leur date de péremption que de la fleur de l'âge. Mais ce choc n'a lieu que pour nous, spectateurs, car évidemment les personnages de l'univers ne l'ont pas vécu. Oui, je sais, logique. C'est donc à ça qu'on va s'intéresser. Nos héros ont vieilli et sont passés de héros à la légende. Nous allons voir comment la légende de Korra gère son héritage et sa propre histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous reste à évoquer le problème que pose le personnage de Jinora. Si la légende de Korra était un tableau, Jinora en serait l'abnomiteur. C'est un personnage encyclopédique qui sert à guider le spectateur, voire à l'aiguiller. Jinora c'est tout, car elle lit sans cesse et est littéralement un puits de connaissances en ce qui concerne l'histoire d'ATLA. Par contre, Jinora sait des choses qu'elle n'est pas censée savoir, ou en ignore d'autres qu'elle est censée connaître, comme si elle avait vu la série en même temps que nous, le spectateur. Booba, tu sais, j'ai lu toutes tes aventures de jeunesse et je mourrais d'envie de te demander ce qu'est devenue la maman de Zuko. Tu sais, Jinora, c'est une histoire vraiment étonnante. Le dernier humain qui a tenu de tels propos est encore ici. Le professeur Zay? Je constate que tu as... Mais bon, j'adore le personnage de Jinora, alors faisons comme si ce fanservice n'entrait pas en ligne de compte et enchaînons. Alors bon, pour ne pas perdre plus de temps, nous allons faire un tour rapide de l'état de nos héros à l'ouverture de la série. Vous êtes prêts, ça va être rapide, c'est parti. Aang est mort de vieillesse à seulement 66 ans, mais a quand même eu le temps de fonder ou pas une ville et de mériter sa version de la Statue de la Liberté. Katara, quant à elle, est restée bloquée dans le formol, elle a perdu ses expressions faciales, au moins Ko ne pourra rien lui voler, et s'est apparemment reconverti en professeur de la maîtrise du feu, mais n'a rien fait pour mériter une statue en 70 ans. Dommage. Zuko a battu une garde pour avoir lui aussi sa jolie statue, puis s'est retiré du trône et se balade désormais avec classe sur le dernier dragon de la planète. Toph a créé une police et n'a pas une mais deux statues, bravo à elle, avant de se retirer dans un marais, abandonnant au passage ses filles et ses petits-enfants. Sokka malheureusement est mort mais a eu le temps d'écrire un bouquin avant pour mériter lui aussi sa jolie statue avec son fidèle boomerang. Et Suki, malgré le fait qu'elle soit présentée dans la Team Avatar au début du générique de l'épisode 1, est portée disparue et semble avoir été gommée de la série. Bon, reprenons calmement. L'héritage de nos héros n'est donc pas véritablement présent dans la série au travers d'eux-mêmes, car malgré leur aura certaine, ils ne sont bien souvent plus que l'ombre des héros qu'ils ont pu être. Ouais, désolé Katara. Mais par contre, ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont aujourd'hui s'expriment de manière frappante en leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont les descendants des héros de la guerre qui ont littéralement refaçonné le monde. A travers les différentes saisons de la série, nous pouvons découvrir deux générations d'héritiers de la Team Avatar, avec des enfants très stylés, soyons honnêtes, et des petits-enfants somme toute assez secondaires. Sauf pour deux d'entre eux qui sont de véritables légendes. Bon, ok, j'ai peut-être un léger problème de fixette avec Opal et Hiro 2. Surtout Hiro 2. Mais aussi, il faut me comprendre, je regardais la saison 1 et d'un coup, sorti de nulle part, un maître du feu, petit-fils de Zuko ultra stylé, apparaît, je ne pouvais pas rester indifférent. Et d'ailleurs, allez, bon, faisons une toute petite aparté, mais c'est Hiro 2 qui est acteur de ma scène préférée de la saison 1. Tandis que tout le monde, y compris Tenzin et Katara, ne parlait d'Aang qu'en tant qu'avatar, Hiro 2 laisse échapper avec énormément de nostalgie. Merci de veiller sur moi, Aang. Et là tu te rends compte qu'Hiro 2, en plus de faire partie des rares personnes à avoir connu Aang dans la sphère privée, l'a vu partir alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, ce qui semble l'avoir affecté. Il ne s'adresse pas à Aang en tant qu'avatar, mais en tant qu'ami de son grand-père qui était si bienveillant avec lui. Hiro 2 porte le nom de la personne la plus importante pour son grand-père, qui a sûrement d'ailleurs eu le rôle de grand-père pour sa propre mère Izumi. Le jeune prince s'est engagé dans l'armée, qui défend la paix de la cité fondée par son grand-père et Aang, faisant ainsi honneur à son nom, à son rang
et à sa famille dont Aang faisait visiblement partie à ses yeux. Et ça, ce n'est que la profondeur de la phrase que prononce Hiro 2. Je pourrais développer pendant des heures sur cette scène, mais là, ce n'est pas la question. Passons au personnage qui, selon moi, se présente le plus comme l'héritier de l'avatar Aang, Amon. Ah, Amon, il y aurait tant de choses à dire, tout en bien comme en mal, mais aujourd'hui, concentrons-nous uniquement sur sa position autoproclamée et volontaire d'héritier de l'avatar Aang. Cela n'a échappé à personne qu'Amon réutilise volontairement la gestuelle d'Aang pour retirer la maîtrise, et qu'en évoquant ses soi-disant brûlures, il se rapproche de l'imaginaire traumatique de la dernière Grande Guerre. Amon se présente comme un guide pour les non-maîtres, celui qui rétablira l'équilibre, comme est censé le faire l'avatar. Ce n'est d'ailleurs pas anodin non plus que son masque soit déposé sur le visage de la statue de Aang au lieu de tout simplement la mettre à bas. Mais comme je l'ai dit, il y aurait énormément de choses à dire, et nous aurons l'occasion d'y revenir une autre fois. Mais nous allons nous concentrer sur un élément en particulier, le tourbillon d'eau de l'avatar. Mais si vous voyez de quoi je parle, la sorte de tornade aquatique que génère Aang, Korra et même Wan lorsqu'il passe en état d'avatar, eh bien, figurez-vous que c'est une technique qui est pratiquement réservée à notre pont spirituel préféré. En effet, pratiquement aucun autre maître de l'eau n'est vu faire quelque chose de semblable. L'avatar est immergé, est blessé ou assommé, puis s'élève dans les airs. Il s'agit d'une métaphore de la volonté de l'avatar à assumer son rôle et affronter les défis qui lui font face. Lors de la tempête qui toucha Aang 100 ans avant la fin de la guerre, Aang était immergé, et il voulut fuir ses responsabilités et se congela. 100 ans plus tard, lorsque la même situation arriva à nouveau face à Zuko, Aang, cette fois-ci, était prêt à assumer son rôle et s'élève donc en tant qu'avatar. Korra, plusieurs fois, elle aussi, se retrouve immergée et s'élève de la même façon, une fois pour entrer dans l'arène de Probending, une autre fois pour affronter l'escadrille égalitariste, mais sa colonne d'eau est ici sectionnée et Korra est ramenée de force sous l'eau, comme si Korra voulait assumer son rôle mais que les événements la dépassaient et l'en empêchaient. Amon, vous l'aurez compris, est lui-même inconscient et immergé sous l'eau lors du final, puis s'élève par réflexe, mais sans aide d'état d'avatar pour lui. Amon se prenait pour l'avatar et est propulsé soudainement dans la même position que lui, obligé d'assumer son fardeau. Cependant, il fuit, tandis que Korra reste là, et c'est en là que réside la véritable victoire de Korra sur le guide autoproclamé. Là, on approche de quelque chose qui devient selon moi très intéressant. Il faut savoir que j'adore les suites, ou du moins je trouve que toutes les suites ont un intérêt certain, car une suite possède quelque chose que n'a pas un premier opus de fait, un prédécesseur. Elle n'a pas à introduire ou expliquer un univers, juste à tenter de le faire vivre. Elle croule littéralement sous les icônes, car souvenez-vous, une image ne devient jamais une icône à sa première apparition, mais seulement lors de sa répétition, et elle ne surprend que lors de sa première altération. La richesse d'images et leur utilisation dans la légende de Korra est encore une fois selon moi l'une des plus justes et des plus subtiles qui m'ait été donnée de voir. C'est une chose que de faire des références ou de servir du fanservice à tout va, mais c'en est une autre que de comprendre les codes d'un univers et d'en jouer pour créer des profondeurs quasiment invisibles à l'œil nu. Vous l'aurez compris, Amon joue avec les icônes de l'avatar et le tourbillon est l'un des exemples de comment donner du corps à un univers. Mais avant de nous quitter, j'aimerais revenir sur ma scène favorite du livre 1. Merci de veiller sur moi, Aang. Cette scène, en plus de tout ce qui a été dit, ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ? Ouais, pas mal, hein. Hiro, de par sa phrase, renforce son lien personnel avec Aang et de par la scène rappelle le jour où le prince héritier de la Nation du Feu et l'Avatar ont trouvé l'un dans l'autre une amitié capable de durer plusieurs vies, et pour finir sur un beau mot, et voilà comment on écrit l'histoire. Et toi là, la vidéo t'a plu? Alors lâche un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner.